Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invitée ce matin, Florence Bergeau-Blaclair, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en anthropologie, je le rappelle, présidente du Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme. Votre dernier livre, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête, c'est bien cela ? Oui. Bon, c'est chez Odile Jacob. Je ne me trompe pas. C'est ça. Bien, je suis content de vous recevoir. Je pense avoir été l'un des premiers à vous donner la parole. Le premier à vous donner la parole, Florence Bergeau-Blaclair. Vous vivez sous protection policière, je le rappelle. Tous ceux qui critiquent sérieusement l'islamisme sont ou seront tôt ou tard menacés et placés à l'extrême droite. C'est vous qui l'avez dit, qui l'avez écrit. Oui, en vous effet, êtes placé, vous êtes d'extrême droite. Je vous pose carrément la question, franchement. Non, je ne suis pas d'extrême droite, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce tweet, expliquer qu'à partir du moment où on en parle, simplement en parler de façon critique, non apologétique, à ce moment-là, on est immédiatement suspect de travailler pour un parti politique, alors l'extrême droite en particulier. Bien. 10 ans après Charlie et les attentats terroristes islamistes des 7, 8 et 9 janvier 2015, vous êtes avec nous. La liberté d'expression et le droit des Français juifs à vivre en paix étaient visés lors de ces attentats. Le djihad était exporté en Europe et en France il y a 10 ans. 10 ans après, selon vous, que reste-t-il de l'esprit Charlie ? Alors, c'est vrai qu'il y a deux choses derrière ce drame de Charlie Hebdo. Il y a d'abord évidemment les attaques terroristes qui ont décimé une rédaction, tué des policiers, les frères Kouachi débarquant comme ça chez Charlie Hebdo et tuant à la Kalachnikov. Et puis il y a une autre dimension, c'est le symbole Charlie, c'est le je suis Charlie. Je suis Charlie, c'est la liberté d'expression de façon inconditionnelle. C'est pas je suis abonné à Charlie ou j'aime les dessins de Charlie, on peut ne pas aimer, peu importe. Mais c'est je suis attaché à la liberté d'expression de façon inconditionnelle. À la laïcité, à l'universalisme, exactement. À la liberté d'expression, à l'irrévérence, au blasphème. C'est ça. Et donc, à contrario, le fait de ne pas être Charlie, ça veut dire, bien sûr dans le cadre de la loi, mais ça veut dire que on accepte d'une certaine manière que la liberté d'expression soit conditionnée. Alors, au sentiment d'offense des croyants, à la sensibilité, etc., etc. Et c'est ça. À mon avis, le problème. Alors justement, vous dites c'est ça, à mon avis, le problème. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que selon vous, la liberté d'expression, le droit au blasphème ont reculé. Ça veut dire que la laïcité, aujourd'hui, est moins défendue par tous les citoyens, mais aussi par les partis politiques. Alors on voit que au plan du terrorisme, on est toujours sous alerte, mais globalement, le nombre de morts a diminué, le nombre d'attaques a diminué. Si vous regardez un rapport très intéressant de la Fondapol sur ces questions-là. Par contre, la liberté d'expression, le fait de pouvoir critiquer les religions, les philosophies, etc., ça a reculé. Mais en réalité, la séquence n'est pas celle des 10 dernières années. La séquence, elle commence en 1989 avec Rushdie. Avec la fatwa envoyée par l'ayatollah Khomeini pour faire tuer Rushdie, qui sera ensuite qui subira une tentative d'assassinat en 2022. Donc en fait, ça ne s'arrange pas. On a vu après Rushdie, il y a eu aussi Theo Van Gogh qui a été assassiné. Il y a eu d'autres personnalités menacées. Si vous voulez, pour moi, ce qui est important de comprendre, c'est que les actes terroristes ne sont qu'un des éléments d'une stratégie beaucoup plus globale, beaucoup plus importante. Une stratégie d'entrisme dans nos sociétés européennes, mais pas que dans nos sociétés européennes d'ailleurs. C'est ça. Et l'objectif, c'est de nous empêcher non seulement de critiquer, mais même de réfléchir. Donc, on ne peut pas dessiner le prophète. On ne peut pas non plus expliquer pourquoi on ne peut pas dessiner le prophète. C'est la raison pour laquelle Samuel Paty a été assassiné. Donc finalement, on a fini par renoncer à comprendre. Donc toutes les analyses, par exemple, que je propose aujourd'hui font l'objet d'une suspicion, alors qu'elles devraient
rentrer simplement dans le débat public. On devrait pouvoir en parler. Non pas d'une suspicion, mais elle devrait faire l'objet d'une réflexion. D'une réflexion, exactement. Alors qu'est-ce qui nous empêche de réfléchir? C'est ce que j'ai essayé de montrer. C'est d'abord cette lutte contre l'islamophobie. Alors ça, c'est quand même très important. Le simple fait de parler d'islam vous amène à être suspect d'être islamophobe. C'est un mécanisme. Vous n'êtes pas islamophobe, bien sûr Florence que non. Bergeaud-Blaclair. Bien sûr que non. C'est un dispositif qui est enclenché chaque fois que qu'un individu en fait musulman prétend avoir été offensé. Et donc, c'est un dispositif qui fait partie de quelque chose de beaucoup plus vaste, d'une stratégie, c'est ce que je disais, qui, pour tout musulman, pour le musulman qui est croyant et peut-être endoctriné aussi par l'islamisme, par le frérisme, c'est un djihad défensif. La lutte contre l'islamophobie, c'est un djihad défensif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un djihad défensif? Alors, il y a deux formes de djihad. Il y a un djihad offensif. Normalement, un musulman ne peut pas déclarer lui-même être en position de djihad offensif et attaquer comme ça pour les non-musulmans, les mécréants. C'est seulement le gouverneur d'un État islamique qui peut le faire. Et c'est la raison pour laquelle, quand l'État islamique a été créé en 2015, on a vu tous ces attentats intervenir. Et puis après, quand l'État islamique a été défait, ça a décru. Le djihad offensif, auquel appelle Youssef El-Qaradawi, le mentor des frères musulmans, c'est un djihad que l'individu peut déclarer à partir du moment où il se sent atteint dans sa religion. Ce qui explique les attentats commis par une seule personne et les attentats commis par des citoyens endogènes. Et pas forcément des attentats d'ailleurs, ça peut être des formes de guerre psychologique. De guerre psychologique, oui. Et le fait chez les frères musulmans d'avoir fait croire en fait aux deux générations de jeunes musulmans qu'ils ne sont pas aimés par la France, qu'ils sont des victimes d'islamophobie, ça a créé une espèce de ressentiment chez eux et ils se sentent sans arrêt attaqués, malmenés, etc. Et ils sont en position, finalement, de se mettre en djihad défensif, c'est-à-dire d'attaquer avec les moyens proportionnés, comme il dit, c'est-à-dire peut-être de mener une guerre psychologique contre la société française. Alors justement, parlons des frères musulmans, puisque vous travaillez depuis maintenant longtemps sur les frères musulmans, sur l'entrisme, sur... j'ai vu, il existe en Grande-Bretagne des tribunaux et des polices islamiques. Oui, alors ça c'est une particularité de la Grande-Bretagne. On connaît son arrangement en termes d'intégration, c'est-à-dire plutôt le modèle communautariste. Nous avons préféré... Exactement, nous avons préféré plutôt un modèle assimilationniste. Mais en réalité, même s'il y a des tribunaux institutionnalisés, il y a en France des tribunaux informels. En France ? Oui, de sorte que les musulmans qui ne respectent pas les règles religieuses dans certains quartiers sont exclus, maltraités, parfois menacés de mort. C'est le cas en France, bien sûr. C'est le cas des apostats, par exemple. Ceux qui quittent l'islam font l'objet de véritables de discriminations et même des menaces, des menaces de mort. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans cette stratégie, c'est ce qu'on appelle la subversion. C'est pas une stratégie guerrière violente, c'est une guerre psychologique qui consiste, et je vais vous citer Sun Tzu, parce que c'était un stratège du IVe siècle avant Jésus-Christ. Il disait: ceux qui sont experts dans l'art de la guerre soumettent l'armée ennemie sans combattre. Oui. Donc c'est une soumission, volonté de soumettre sans combattre. L'entrisme des frères musulmans, c'est la volonté de soumettre sans combattre. C'est ça. C'est lui faire perdre ses capacités avant même qu'il réalise qu'on lui a déclaré la guerre. Et c'est un petit peu ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors comment ils font ça ? Eh bien, en nous faisant perdre nos repères, en nous culpabilisant, c'est tout le narratif, comme on dit, de la lutte contre l'islamophobie, en ringardisant notre culture, en nous désarmant psychologiquement et physiquement. En fait, c'est une idéologie. C'est ça. Et il s'agit de détruire
avant de pouvoir imposer en fait ses propres règles. Parce que les frères ont un projet de société islamique. Ils ne font pas ça gratuitement. C'est pas qu'ils nous détestent pour ce que nous sommes et puis voilà, c'est tout, et qu'ils veulent nous combattre. C'est parce qu'ils veulent augmenter la puissance militaire, la puissance, la philosophie qui nous a permis de nous développer en Occident. Ils veulent l'augmenter d'islam, si vous voulez. Ils veulent nous réislamiser. Donc ils ne nous détestent pas pour ce que nous sommes, mais ils nous voudraient autrement, si vous voulez. Ils nous voudraient autrement, avec des lois autres, avec des lois religieuses. Exactement. C'est ça l'objectif, des lois religieuses qui supplantent les lois de la République. C'est ça. Alors comment ils ont fait ? Ils se sont d'abord attaqués aux familles musulmanes, c'est-à-dire en les culpabilisant. Alors ça commence à partir des années 80-90, en leur disant « vous ne pratiquez pas le vrai islam. On va prendre en charge vos enfants pour leur apprendre l'islam authentique ». Donc, ils ont rééduqué les enfants depuis les mosquées, les centres culturels islamiques, comme ils appelaient ça, et ils leur ont expliqué qu'ils vivaient dans une société islamophobe, parce qu'on les détestait pour ce qu'ils étaient, et qu'il fallait donc qu'ils se rapprochent de l'islam, qui les rendrait plus forts. Les familles ont confié leurs enfants parce qu'elles avaient peur que ces gamins partent faire le djihad, par exemple. Bien sûr. Et c'est là qu'ils les ont endoctrinés facilement. Dans le même temps, les frères se sont aussi attaqués aux structures religieuses. Par exemple, la mosquée de Paris a été très violemment attaquée dans les années 80-90, avant qu'elle se soumette aux frères musulmans. Aujourd'hui, elle est placée sous leur influence. La mosquée de Paris, la grande mosquée de Paris est sous l'influence des frères musulmans. La grande mosquée de Paris est sous l'influence des frères musulmans. Oui. Troisième élément, les frères ont également établi un réseau associatif maillé le territoire d'associations, alors religieuses évidemment, périscolaires, culturelles, par lesquelles ils influencent plusieurs secteurs. Alors, vous avez les fédérations d'écoles musulmanes, vous avez les fédérations des femmes, d'acteurs de la santé, les réseaux d'avocats, les aumôneries, les associations d'étudiants, le secours islamique, et ça c'est tout sur tout le territoire, avec un maillage transnational qui part aussi en Europe. À tout cela s'ajoutent les sentinelles, les influenceurs, qui ont eux infiltré en fait un certain nombre de milieux, les associations antiracistes, les syndicats, le milieu du sport, les partis, surtout les partis de gauche, on en connaît un en particulier. Les écoles de formation des hauts fonctionnaires sont aussi l'objet d'entrisme. Donc vous voyez un peu la situation. Et la police et l'armée ? La police et l'armée, bien sûr. En fait, il n'y a pas de secteur qui échappe à leur volonté d'influence. Après, est-ce qu'ils parviennent à les influencer jusqu'à quel point ? Qu'est-ce que ça, vous avez bien décrit la manière dont les frères musulmans essaient d'imposer leur loi, leur idéologie. Mais qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Est-ce qu'on sait à peu près Ça représente que, par exemple, on se tait. C'est-à-dire, et ça représente, c'est ce que j'ai dit au début de l'émission, c'est ce que j'ai dit, c'est on ne peut plus en parler, on ne peut plus dire qu'on ne peut plus en parler, on ne peut plus du tout l'étudier. Et c'est ça le problème. On ne peut plus l'étudier. C'est ça. Et à partir du moment où on ne peut plus l'étudier, on ne peut pas se rendre compte qu'une guerre nous est menée. Et donc, on n'a pas les moyens de défense. Je comprends. Et c'est vrai à tous les niveaux. Et ceux que j'ai pu rencontrer, les Français que j'ai pu rencontrer toute cette année, ces 2 années dernières, m'ont montré que eux, par contre, ils la vivent, cette guerre-là. Mais ils n'ont aucun moyen, en fait, de faire remonter ça à leurs élus qui ont d'autres intérêts. Mais c'est une infiltration. C'est une infiltration. De l'intérieur. Voilà. Une ingérence de l'intérieur qui concerne les musulmans, bien sûr, mais pas que les musulmans. Mais bien sûr, ça concerne les musulmans. En fait, c'est Yuri Bezmenov, un ancien du KGB qui était passé à l'Ouest, qui expliquait qu'une société ne peut pas être subvertie si elle ne veut pas être subvertie. Donc, quelque part, nous consentons à ça. Et pourquoi ? C'est là la difficulté pour nous, c'est qu'on a une alliance qu'on appelle islamo-gauchiste, qui maintenant touche presque toute la gauche, avant qu'elle concernait vraiment que la gauche révolutionnaire, la gauche radicale, qui quelque part s'entend pour que justement on mette un mouchoir pudique sur cette question-là.
Oui. Tant que la gauche n'a pas mené cette réflexion et continue finalement à être gênée chaque fois qu'on parle d'islamisme au prétexte qu'en fait on confondrait, ce que je ne fais jamais. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit un livre sur le frérisme, pour dire ce n'est pas l'islam, c'est le frérisme. C'est le frérisme, c'est de ça dont je parle. Ne mélangeons pas, surtout pas. Même malgré toute cette démonstration, malgré tout cela, la gauche continue en fait à ne rien vouloir savoir. Si vous regardez par exemple aujourd'hui, en ce moment, il y a les grooming gangs au Royaume-Uni, c'est une affaire aussi d'islamophobie. On a caché pendant des décennies des atrocités, des viols, des tortures d'enfants au nom de pour ne pas que ce combat-là soit pris comme une atteinte à l'islam. Florence Bergeaud-Blaclair, regardons l'actualité, les déclarations d'Emmanuel Macron sur l'Algérie. Est-ce que l'Algérie est aujourd'hui sensible aux frères musulmans? Est-ce que l'Algérie est entre les mains des frères musulmans ou pas? Est-ce que l'Algérie a gardé une part de laïcité? Toutes les sociétés musulmanes, au moins pour celles qui n'ont pas interdit, tous les pays musulmans qui n'ont pas interdit les frères musulmans, sont quand même sous l'influence de leur idéologie. Alors après, l'idéologie des frères musulmans, ça dépend des contextes. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas la même partout. Elle n'agit pas de la même manière partout. Mais bien sûr, elle est présente depuis le fils en Algérie. Il faut pas oublier que le fils a été empêché d'accéder au pouvoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y est pas quelque part. Donc il faut identifier, c'est ce que vous faites. Vous travaillez pour identifier cet entrisme des frères musulmans. Vous travaillez pour nous réveiller, pour réveiller la société française, pour réfléchir. Travailler pour la société. Ces questions devant là. Partout en Europe? Oui, c'est vrai partout en Europe. Tous mes collègues me rapportent des faits qui sont tout à fait similaires, y compris d'ailleurs des pourcentages. Par exemple, on a 52% des lycéens en général qui pensent que le droit de critiquer de manière outrageante une religion n'est pas correct. Et c'est 78% des lycéens musulmans. Ça c'est pour la liberté d'expression. Mais pour le rapport à la règle religieuse, à la charia, on a 57% des jeunes musulmans qui pensent que la charia est plus importante que les lois de la République. On a même 65% des lycéens qui pensent ça. Donc c'est quand même une situation très préoccupante. C'est une partie de notre jeunesse. Les générations futures. Voilà, c'est une partie de notre jeunesse, quelque part, pense qu'il faut laisser la charia s'instaurer dans notre pays. La théocratie n'est pas compatible avec la démocratie, donc ça fera un conflit ouvert. Oui, ça créera forcément un conflit ouvert, c'est ce que vous nous dites. En fait, c'est un avertissement. Votre travail est un avertissement, Florence Bergeaud-Blaclair. On peut aussi le prendre comme ça. On peut aussi le prendre comme ça. Je voudrais terminer sur la Syrie. La Syrie... Bon, je sais que la communauté internationale est en train d'essayer de créer des liens avec la Syrie, peut-être freiner les ardeurs islamistes du nouveau pouvoir syrien. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ce nouveau pouvoir syrien? Bon, je ne connais pas, je ne suis pas spécialiste de cette ère géographique, mais je n'ai pas l'impression qu'on a pris Joulani au sérieux. C'est un ex-djihadiste, soi-disant. Pour moi, je ne vois pas la différence entre l'islamisme et le djihadisme. Le djihadisme, c'est juste c'est le bras armé en fait de l'islamisme. Joulani a conservé la même idéologie, mais il n'est pas idiot. Ça a l'air d'être un homme intelligent qui sait que pour arriver et prendre la Syrie, il faut plaire aux Occidentaux. C'est Gilles Kepel, je crois, qui disait il a été relooké par le Qatar et la Turquie. C'est ça. Maintenant, on le voit aussi s'entendre avec la Turquie. Il y a un axe sunnite là qui se met en place, qui est assez dangereux pour Israël, notamment. Voilà, moi je suis très très dubitative sur cette situation. Je pense que la Syrie deviendra un État islamique. J'avais envie de vous poser, pour revenir à la situation en France, est-ce que vous êtes inquiète? La situation en France est inquiétante. Elle est inquiétante. Elle est inquiétante. D'ailleurs, les services de secret, de renseignement. D'ailleurs.
pas seulement en Europe. C'est pas que l'immigration. Oui. Hein, on a déjà un islamisme maison. Oui, ce n'est pas que l'immigration. C'est un facteur aggravant. Parce que les frères musulmans se nourrissent aussi sur une population. De l'apport démographique, bien sûr. Oui, mais se nourrissent aussi nourrissent une population qui n'est pas forcément une population immigrée. C'est ce que je veux dire. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, l'idéologie a été concoctée de toute façon en Occident. Hein. C'est sur les campus américains et européens que cette idéologie a pu fleurir. Oui, a pu fleurir. Vous pouvez travailler librement aujourd'hui ou pas? Non. 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 Il y a 2 ans, je vous disais oui. Oui, je me souviens. Aujourd'hui, je vous dirais non. Aujourd'hui, je suis entravée par le CNRS, oui. Ça, je peux effectivement le dire. C'est-à-dire, vous êtes entravé? Je ne suis pas aidée. C'est-à-dire que il y a des procédures disciplinaires qui sont engagées contre moi. Oui. Pour des raisons politiques. Oui. Donc, effectivement, et ça n'était pas le cas il y a 2 ans. Alors que je suis complètement apolitique. Je voudrais le préciser, parce que on peut parler de ces questions-là sans être engagé politiquement. Je voudrais parler sans être engagé. Vous êtes une... Il y a des partis... Moi, mon faire et ensuite de le diffuser. C'est ce que je fais. En tant que fonctionnaire du CNRS, c'est ce que je fais. Vous n'êtes pas une idéologue qui combat une idéologie. Vous comprenez ce que je veux dire? Attention, parce que cette idéologie théocratique, me menace moi-même en tant qu'anthropologue, en tant que chercheur, en tant que scientifique. Donc je ne peux pas ne pas prendre position par rapport à cette idéologie-là. Mais j'essaie de faire comprendre de la façon la plus objective la façon dont cela fonctionne, parce que c'est la seule arme psychologique qui va nous permettre de combattre cette guerre psychologique. Merci beaucoup Florence Bergeaud-Blaclair d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Vous êtes docteur en anthropologie, je le rappelle, présidente du Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme. Votre dernier livre, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête, chez Odile Jacob. Merci. Il est 8h57, vous êtes sur Sud Radio. Patrick Roger, juste après le journal.